Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui par caméra interposée. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Emmanuel Jouve, je suis en sécurité à CARSAT Bretagne, à l'unité, dans une unité spécialisée dans l'évaluation et la prévention du risque chimique. Et je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont nous avons mis en œuvre des prélèvements surfaciques pour évaluer la contamination des surfaces et des personnes en bloc opératoire aux médicaments cytotoxiques. Donc, quelques éléments de contexte pour débuter. Donc, un centre hospitalier breton a souhaité mettre en œuvre de nouvelles options thérapeutiques dans le traitement des cancers du péritoine. Donc, ou SIPA en français, chimiothérapie intrapéritonéale pressurisée par aérosolisation, et la CHIP, chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Je vais vous expliquer brièvement dans la slide suivante le principe de ces traitements. Donc, nous avons été sollicités par le centre hospitalier à la demande du CHSCT à l'époque pour évaluer donc, les niveaux de contamination des personnels et des surfaces par le médicament de chimiothérapie. Donc, après avoir demandé l'appui du département toxicologie de biométrologie de l'INRS, de Sophie Endo, nous avons donné notre accord au centre hospitalier pour intervenir. Alors, très rapidement, je vous présente les principes des procédures. Alors, une PIPAC, qu'est-ce que c'est? On vient pulvériser sous pression à l'intérieur de la cavité abdominale un médicament cytotoxique sous une pression donc, de 12 mm de mercure. Donc, l'injection se fait par intermédiaire d'un trocar et on surveille cette injection donc, par intermédiaire d'une caméra qui est placée par un autre trocar. Une fois la pulvérisation réalisée, ça dure quelques minutes, il y a un temps de contact du médicament avec les organes d'une trentaine de minutes. Il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'il n'y a personne dans la salle d'opération pendant la phase d'injection et de temps de contact, et également d'exsufflation. C'est-à-dire tout ça est commandé à distance via une télécommande. Donc, au bout de 30 minutes de temps de contact, la pression abdominale standard est rétablie. Donc, on inspire l'air à l'intérieur de la cavité abdominale est aspiré et est rejeté dans la salle d'opération par l'intermédiaire d'un filtre ULPA. Voilà en gros le principe. En dessous, vous avez une photo avec l'injecteur au premier plan et donc la patiente au second plan. Pour la CHIP, c'est un petit peu, le principe est, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu on ne pulvérise pas le produit, le médicament cytotoxique, mais on vient littéralement faire baigner les organes dans un bain de médicaments cytotoxiques. Donc, ce bain la solution cytotoxique est circulée par l'intermédiaire d'un circulateur équipé d'un échangeur thermique pour chauffer la solution à une quarantaine de degrés. Vous avez également une photo sur le bas. Alors, quels sont les effets sur la santé des médicaments cytotoxiques utilisés? Les cytotoxiques utilisés pour les CHIP et la PIPAC sont le cisplatine. Alors, cisplatine aussi bien pour la PIPAC que pour la CHIP, et la doxorubicine associée au cisplatine pour la PIPAC. Ce sont deux molécules qui sont classées par le Centre international de recherche sur le cancer comme étant probablement cancérogènes pour l'homme. Et d'autres effets sont également rapportés par l'intermédiaire de différentes études, une augmentation des avortements spontanés, des malformations, une infertilité féminine. Alors, les résultats sont parfois contradictoires. Et des effets locaux tels des irritations et des allergies, et également des effets généraux comme des vertiges, des nausées, des céphalées, perte de cheveux et des rares atteintes hépatiques. Alors, les voies d'exposition, comment est-ce qu'on se contamine? Alors, on l'a vu précédemment, il y a différentes voies d'exposition. Par inhalation, alors cette voie est a priori extrêmement limitée, d'une part parce que les produits sont faiblement, voire très faiblement volatiles. Et donc, pour qu'il y ait une exposition par inhalation, il faut qu'il y ait génération d'un aérosol et exposition à cet aérosol. L'exposition à un aérosol est a priori limitée, voire très limitée, étant donné que d'une part, il n'y a personne donc, présent dans la salle au moment de l'injection, et pour qu'il y ait une exposition à un aérosol, il faudrait qu'il y ait une rupture d'une tubulure de la chaîne d'injection. Par contre, les deux autres voies d'exposition prépondérantes sont par contact cutané, avec le contact avec des surfaces cutanées,
et puis par ingestion avec le transfert de la contamination des mains vers la bouche. Donc c'est pour ça que nous avons réalisé des prélèvements surfaciques par lingette, Ghost Wipe, avec un dosage du platine qui a été réalisé donc, par le laboratoire de l'INRS en ICP-MS. Alors, quelles sont les valeurs de référence que nous avons utilisées? Comme bon nombre, comme c'est le cas pour beaucoup de prélèvements surfaciques, il n'existe aucune valeur de référence concernant les quantités de médicaments cytotoxiques admissibles sur les surfaces. Néanmoins, l'INRS a fixé des niveaux de contamination arbitraires pour le platine, qui est le traceur de la contamination. Et ces niveaux sont exprimés en fonction de la limite de quantification de la méthode analytique. Deux niveaux ont été définis, 10 fois la limite de quantification, qui est de 0,1, donc 10 fois 0,1, 1 nanogramme, et 100 fois, donc le deuxième niveau à 100 fois la limite de quantification à 10 nanogrammes. Donc les surfaces inférieures à 1 nanogramme sont considérées comme étant peu contaminées, celles entre 1 et 10 nanogrammes par lingette comme étant contaminées, et supérieures à 10 nanogrammes, les surfaces sont considérées comme étant très contaminées. Alors, nous allons passer maintenant aux résultats. Alors, pour chacune des techniques, nous sommes intervenus une première fois, une première campagne. À l'issue de cette première campagne, on a pu faire des recommandations. Et donc, nous sommes revenus une deuxième fois par technique pour mesurer l'impact de ces recommandations sur les niveaux de contamination. Première série de résultats, donc sur les PIPAC. Alors, l'objectif n'est pas de pointer tous les résultats un par un, nous n'aurons pas le temps, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais ce qu'on peut voir là sur cette première diapo, c'est que les surfaces globalement sont plutôt faiblement contaminées, notamment à la première campagne et également à la seconde, au niveau des sols, des matériels. Alors, il y a juste un matériel qui pose problème, c'est l'injecteur. On voit qu'à la fin de la première campagne, et même après nettoyage, on a un injecteur qui est très contaminé, avec un porte-seringue également contaminé, et puis un écran de contrôle à 6,48 qui, lui, on va dire, n'est pas directement concerné par la procédure, mais qui est quand même contaminé à hauteur de 6 nanogrammes. Donc ça s'explique, là, ces résultats, par la procédure de nettoyage, en fait, qui n'intégrait pas en fait le fait que le nettoyage doit aussi bien répondre à un objectif de décontamination que de désinfection. C'est-à-dire que l'injecteur ça a été le premier matériel à être nettoyé, puis ensuite avec la même lingette, l'équipe du nettoyage a essuyé d'autres surfaces. Donc ce qui explique donc que par exemple que l'écran de contrôle se retrouve contaminé. Donc, à l'issue de cette première campagne, nous avons fait des recommandations, notamment sur cette fameuse procédure de nettoyage. Nous avons recommandé de commencer à nettoyer les surfaces a priori les moins contaminées, donc le plus éloigné possible du centre de la salle, et puis revenir au fur et à mesure vers le centre de la salle et vers les surfaces et équipements les plus contaminés, tout en changeant régulièrement de lingette, une lingette par équipement par exemple, et également en changeant régulièrement de gants. Donc, on s'aperçoit que lors de la deuxième campagne, les résultats sont globalement meilleurs, enfin en tout cas moins importants. Alors, on a toujours une petite contamination au niveau d'une table d'instrument, puis au niveau de l'écran de contrôle, et puis un injecteur qui est encore contaminé, mais à des niveaux moindres que lors de la première campagne. Alors, nous avons également réalisé des prélèvements sur les gants et sur les mains du personnel médical et de l'équipe de bionettoyage. Alors, on se rend compte que sur les mains, ça se passe plutôt bien. Les niveaux de contamination sont inférieurs à 1 nanogramme. Alors, à l'exception de, par exemple, l'aide-soignante qui a réalisé le bionettoyage, on se retrouve avec une contamination plus importante à la fin sur les mains que sur les gants. Donc ça peut s'expliquer par la procédure de retrait des gants en sécurité qui n'est pas maîtrisée. Et on voit qu'il y a tout l'intérêt de porter des gants, puisque les gants, que ce soit du chirurgien, du NIMOD et de l'aide-soignante, sont contaminés. Ensuite, à la deuxième campagne, on se rend compte que les niveaux de contamination sont plutôt corrects. Donc pour les PIPAC, le protocole PIPAC paraît adapté, mais il convient de veiller à l'étanchéité du circuit d'injection. On l'a vu, pour éviter que l'injecteur soit contaminé. Nous avons également recommandé d'améliorer la procédure de nettoyage, en particulier pour l'injecteur, avec, je me répète, on commence par les surfaces les moins contaminées, vers les surfaces les plus contaminées, tout en changeant régulièrement de lingette.
Et puis, on a également recommandé donc, le port de plusieurs paires de gants et la formation au retrait des gants et évidemment le lavage systématique des mains en sortie de salle qui doit être réalisé. L'hygiène est absolument importante dans ce cas de figure. Je passe aux deuxième série de résultats, donc sur les chips. Donc là, on se rend compte qu'avant la chip, lors de la première campagne, hein, les surfaces sont relativement dépourvues de contamination. Alors après, durant la chip, hein, ça se gâte, hein, vous le voyez, les résultats après chip et même après nettoyage sont extrêmement importants. Alors soyons honnêtes, nous n'avons pas eu besoin des prélèvements pour pour se rendre compte que lors de cette chip, lors de la première campagne, il y avait un souci. Hein. L'équipe médicale, en effet, a été confrontée à beaucoup de difficultés techniques, un matériel inadapté, avec des fuites hein, au niveau du circulateur qui ont occasionné des coulures de fluide de liquide biologique sur la table et également au sol. Donc, ces résultats s'expliquent largement par les observations qu'on a pu faire, hein, puisqu'on voit que sur le sol, au niveau de la table d'opération, les surfaces sont très contaminées. Et également, par contre, les prélèvements montrent que la procédure de nettoyage n'est pas adaptée non plus notamment lorsque les surfaces sont extrêmement contaminées, puisqu'après nettoyage, on se retrouve encore avec des surfaces, notamment au niveau des sols, même au niveau de la table d'opération, comme étant contaminées ou très contaminées. Donc, à la suite de cette première campagne, hein, le centre hospitalier a changé de fournisseur de matériel de circulation du cytotoxique notamment, a mis en place différentes procédures. Nous avons accompagné, on a également fait quelques recommandations, encore et toujours hein, au niveau du nettoyage, et on se rend compte que lors de la deuxième campagne, les résultats sont globalement bien inférieurs à ceux obtenus lors de la première campagne. Néanmoins, nous notons encore une contamination résiduelle, que ce soit avant la chip sur certaines surfaces et même après nettoyage, ce qui montre encore une fois que la procédure de nettoyage reste toujours perfectible. Alors, au niveau des prélèvements sur les gants, les sabots ou les mains du personnel, si on bascule directement sur la deuxième campagne, hein, après la mise en place de mesures de prévention adaptées, on se rend compte que les résultats sont globalement satisfaisants, ce qui tranche hein, avec les résultats de la première campagne, puisqu'on se retrouvait avec des sabots, par exemple, ou des gants, et même jusqu'aux mains du chirurgien, qui étaient extrêmement contaminés. Donc, en conclusion, sur cette campagne chip, hein, nous avons noté une nette amélioration de la situation à l'issue de la deuxième campagne, hein, due au changement de matériel et puis également à des procédures mieux maîtrisées. Mais néanmoins, on note des contaminations résiduelles, en particulier avant la chip, mais également après la chip, hein, ce qui montre que la procédure de nettoyage est toujours perfectible. Et donc, ce qui montre également l'utilité de porter 2, voire même 3 paires de gants. Une formation du personnel adaptée, notamment au retrait des gants et l'hygiène stricte qui est absolument importante pour prévenir le risque de contamination du personnel. J'en arrive à la conclusion de ma présentation. Donc, nous avons montré que les prélèvements surfaciques nous ont permis d'identifier des zones contaminées hein, qu'on n'aurait pas forcément pu identifier sans ces prélèvements. Donc, par exemple, les sols, l'injecteur pipac, la table d'opération. Nous avons pu identifier également des sources potentielles de contamination, telles que des fuites de médicaments, des fuites corporelles, et puis les lingettes de nettoyage qui sont un vecteur de la contamination si la procédure de nettoyage n'est pas maîtrisée. Et donc, les prélèvements ont mis en évidence également donc, une contamination des gants et également des mains du personnel, donc un risque d'exposition avéré pour le personnel aux médicaments cytotoxiques. Ces prélèvements surfaciques nous ont également permis d'améliorer, en tout cas de faire des préconisations dans le but de toujours améliorer la procédure de bio-nettoyage, comme elle est appelée à l'hôpital. Mais cette procédure de bio-nettoyage doit également répondre à un objectif, donc comme je l'ai dit précédemment, de décontamination, aussi bien que de désinfection. Donc avec un nettoyage centripète, on commence par les surfaces les moins contaminées vers les plus contaminées, et un changement régulier de lingette, une lingette par équipement dans l'idéal, voire 2 pour les équipements les plus contaminés tels que l'injecteur, et également changement des gants
réguliers. Et puis également la formation du personnel. Et nous avons également démontré que le nettoyage et l'hygiène personnelle sont absolument fondamentaux dans la maîtrise des risques liés aux médicaments cytotoxiques. Donc, pour terminer, le risque chimique lié aux cytotoxiques lors des procédures CHIP et PIPAC bloc opératoire paraît maîtrisable à condition d'adopter des mesures de prévention adaptées. Voilà, je terminerai juste par la dernière slide avec 3 publications, si vous souhaitez aller plus loin sur ces problématiques et notamment sur les aspects biométrologiques qui sont abordés dans au moins 2 de ces 3 publications. Je vous remercie. Merci pour ces références, Emmanuel Jouve. Merci beaucoup surtout pour cette présentation que je pourrais autant qualifier de témoignage que de recommandation. Alors, restons ensemble quelques instants si vous en êtes d'accord. Je crois que notre public sera sensible au fait que je vous livre quelques-unes de ces questions. Nous avions d'ores et déjà recueilli beaucoup de questions sur notre plateforme numérique dédiée à cette journée technique qui nous accueille. C'est OK pour vous ? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, première question peut-être, quelles sont les fréquences de nettoyage et de décontamination qui ont été mises en place et comment elles ont été définies? Alors, il n'y a pas vraiment on ne peut pas parler vraiment de fréquence de nettoyage ou de décontamination. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est qu'à la fin de chacune de ces chips ou de ces pipas, il y ait une décontamination complète des surfaces, des sols, des murs et également des différents matériels qui peuvent être en présence à l'intérieur de la salle d'opération. Mais ça, c'est des choses que font déjà de façon habituelle les centres hospitaliers. Là, l'amélioration, en tout cas l'axe d'amélioration qu'il pouvait y avoir, c'était, comme je l'ai dit, que cette procédure de nettoyage réponde aussi bien à un objectif de décontamination que de désinfection. L'hôpital maîtrise complètement la désinfection, un peu moins la décontamination d'un produit chimique. Alors, comment on peut garantir la décontamination d'un matériel qui sort d'une zone contaminée? Comment est-ce qu'on décontamine les surfaces lors de la réalisation de ces préparations très importantes et très minutieuses des chimiothérapies? Alors, comment garantir une décontamination d'un matériel? C'est toujours très compliqué de garantir à 100% qu'un matériel est complètement décontaminé, d'où l'intérêt de définir vraiment un protocole de nettoyage et de décontamination rigoureux, en commençant dans les surfaces les moins contaminées, encore une fois, pour aller vers celles les plus contaminées, en changeant régulièrement de lingettes et de gants. Et c'est ce qui permettra de limiter au maximum les risques de contamination des surfaces et puis également derrière, après, des personnels. Est-ce Emmanuel Jouve, est-ce qu'il existe une surveillance biologique d'exposition aux cytotoxiques? Alors, il y a différents dosages urinaires qui sont disponibles en routine pour certains cytotoxiques, alors pas forcément tous, mais notamment les dérivés du platine, là, comme je vous ai présenté. Ouais. Et j'encourage les personnes qui sont intéressées par cette question, alors déjà de consulter les publications là, que je vous ai présentées en fin de présentation, et puis également à consulter la base de données Biotox du site de l'INRS, qui liste justement les différentes surveillances biologiques disponibles en fonction des produits chimiques concernés. Alors, il n'y a pas de valeur biologique, par contre, d'interprétation, encore moins de valeur biologique réglementaire pour les cytotoxiques, mais on peut dire qu'un résultat positif, c'est-à-dire supérieur à la limite de quantification analytique de la méthode, peut être un indicateur suffisant pour revoir les mesures de prévention en place. Allez, je me permets une dernière question. On a quelques secondes encore. Vous évoquez le platine comme étant un traceur de ces cytotoxiques. Mais est-ce qu'il existe d'autres traceurs pour d'autres cytotoxiques? Je sais que la question est un peu plus large, mais je me permets. Oui, vous faites bien. Alors, elle est complètement liée à la question précédente, en fait. En fonction des molécules utilisées, on va pouvoir doser soit vraiment la molécule en question, ou soit les métabolites. Alors ça, après, ça c'est vraiment une spécialité. C'est vraiment la médecine l'équipe médicale et la médecine du travail, par exemple, qui peut se charger et qui est complètement compétente
pour se charger de ce suivi biologique. Mais encore une fois, j'invite nos auditeurs à consulter la base de données Biotox qui donnera, qui renseigne vraiment sur toutes les traceurs et les différentes méthodes qui sont disponibles. Mais par exemple, il y a d'autres cytotoxiques qui peuvent être dosés dans les urines notamment, hein, le cyclophosphamide par exemple, l'ifosfamide et le méthotrexate par exemple. Et il en existe d'autres. Merci infiniment, Monsieur Jouve, pour toutes ces précisions, pour cette belle contribution à nos travaux dans le cadre de cette journée technique organisée par l'INRS. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.